leaders internationaux que sont Richard Gralla, Jeffrey Crawford, Mario Di Cato et Perry Gascon, qui vont nous rejoindre sur l'estrade. L'objectif est que nos 4 internes présentent en 5-7 minutes leur cas clinique et que ce cas clinique, les questions qui se sont posées à travers ces situations cliniques puissent être discutées par notre panel de leaders de façon à essayer de trouver des solutions et peut-être réfléchir à d'autres modes de prise en charge. Donc la première à inaugurer va être Carole Elisset, qui va venir nous présenter son cas. Puis ensuite suivront nos 3 autres. On ne respecte pas la parité puisqu'il y a 3 filles pour 1 garçon. Youpi tralala. Bonjour, le premier cas, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci au comité scientifique de me donner l'occasion de vous présenter ce cas. Notre patient est un homme âgé de 78 ans que nous suivions depuis 2006 pour un cancer du rein métastatique au niveau hépatique et pulmonaire. Sa maladie a été progressive après 2 lignes de traitement par des anti-angiogéniques, le sunitinib et l'axitinib. Nous avons décidé en 2012 de l'inclure dans un essai de phase 1, évaluant un inhibiteur des immune checkpoints. C'était un anti-PD-L1. C'est un patient fit, éligible pour l'inclusion dans un essai de phase 1. Après le premier cycle, la période de DLT, aucun événement indésirable a été rapporté. Nous avons continué le traitement, mais dès le 2e cycle, apparition de douleurs articulaires essentiellement codées de grade 1. Nous avons poursuivi, au fur et à mesure, cette polyarthralgie s'est majorée, devenant de grade 2. Du fait, après les différentes évaluations carcinologiques du net bénéfice de la molécule, nous avons décidé de continuer le traitement. Un traitement d'épreuve par colchicine dans la suspicion d'une crise de goutte a été effectué, mais malheureusement, au bout de 2 semaines de traitement, il n'y a eu aucun bénéfice et au contraire, le patient arrive aux urgences du fait d'un tableau de polyarthralgie de grade 3 avec un net impact clinique et fonctionnel. Il ne pouvait plus couper sa viande, il ne se déplaçait plus, était cantonné au lit. Il n'avait pas de signe d'infection, pas de fièvre. À l'examen clinique, nous avons retrouvé un tableau de polyarthralgie avec des œdèmes diffus sur les grosses et petites articulations, avec des douleurs à la palpation. Il n'y avait pas de signe évident de spondylarthrite ankylosante ni de connectivite telle que le lupus. Ici, je vous présente les photos de 2 parties. Petite articulation au niveau de sa main droite, qu'on voit nettement l'œdème présent au niveau de toutes les articulations et au niveau du coude. Il a été, du point de vue biologique, nous avions un syndrome inflammatoire prédominant sur la CRP, mais pas d'élévation véritable des globules blancs ni des lymphocytes. Tout le bilan infectieux a été prélevé, il s'est avéré négatif, et le prélèvement de l'auto-immunité aussi s'est avéré négatif. Nous avons réalisé des échographies articulaires qui retrouvent un épaississement de la synoviale, que vous voyez ici par les flèches, indiquées par les flèches, et aussi un épanchement net au niveau des articulations petites et grosses. Il y a, comme je vous le disais, pas de signe d'infection pour corroborer le diagnostic. Nous avons conclu à un tableau de polyarthrite séronégatif imputable à l'inhibiteur anti-PD-1. Le patient est sorti de l'essai. Une corticothérapie forte dose a été initiée et nous avons eu un net bénéfice clinique au bout de 48 heures. Les douleurs ont disparu, il a pu se mobiliser, se déplacer et retrouver une vie normale. Ici, je vous montre au bout de 48 heures les images après la corticothérapie et l'arrêt du traitement. Mais malheureusement, notre patient est décédé après 2 mois, après l'arrêt du traitement. Voilà, j'essaie de faire au plus vite. Merci de votre attention. Comments? Y a-t-il des commentaires au sein du panel? Je traite de nombreux mélanomes. Et je pense que ces séquelles sont dues à la chimio. Je suis en fait surpris. D'habitude, le PPD1 a un meilleur profil. Moi, j'ai des histoires horribles à vous raconter, hein, des colites gravissimes avec l'ipilimumab.
Je pense que le PPL-1, c'est plus gérable. Mais il y a des uveites entraînées par les inhibiteurs. Donc, en fait, ça rentre tout à fait dans le cadre. Ça se comporte comme un trouble auto-immun. Et généralement, les corticostéroïdes aident. Excellente présentation, merci. J'ai peut-être un peu plus l'expérience du cancer du poumon, mais je travaille en collaboration étroite avec le groupe Mélanome. À mon avis, voici quelle est la question. Est-il possible d'utiliser des corticostéroïdes pour traiter et pour revenir aux agents PD? C'était peut-être possible par le passé, peut-être impossible par le passé, mais maintenant ça l'est peut-être, et donc mais ça entraîne des colites, etc. Donc, si c'est hors régime et si c'est disponible, moi j'aimerais recommencer à partir du moment où l'arthrite s'est améliorée. À la même dose ou en réduisant un petit peu la dose? Les données ne sont pas disponibles. Tumeur. Notamment au niveau hépatique, il y avait quasiment une réponse complète. Et au niveau pulmonaire, nous avions une réponse partielle. Donc c'est sous ces éléments qu'on a décidé, certes avec son âge, il commençait à être imputé au niveau de sa qualité de vie, on a décidé de poursuivre le traitement. Donc il n'avait pas fait de réponse à la première thérapie? Sous les anti-angiogéniques? Oui. Non, nous avions eu une stabilité, certes longue, mais il n'y avait jamais eu de réponse. Alors que là, nous avions une nette réponse au niveau des cibles tumorales. À mon avis, s'il s'agit là d'une très bonne présentation de cas, votre échographie le montre bien. Il ne s'agit pas d'une crise de goutte cohérente ou consistante parce que l'espace synovial en témoigne. Et pour moi, c'est complètement logique. Si le checkpoint est troublé et cela semble être un phénomène auto-immun, c'est possible. Bien entendu, on est curieux. On a besoin de lymphocytes pour l'effet antitumeur. Et si les corticostéroïdes éliminent les lymphocytes, et c'est souvent le cas, eh bien, c'est à l'opposé. Il n'y a pas plus. On est aux antipodes. Donc, voici quelle est la question. Est-ce qu'on peut administrer les corticoïdes en même temps que l'anti-PD1 ou est-ce que ça va complètement nuire? Donc, avec d'excellents cas comme celui-ci, je pense qu'on peut commencer à appréhender le problème. Oui, mais à mon avis, de nos jours, on en est au début des anti-PD1. Je pense qu'on va pouvoir rajouter les corticoïdes. Et donc, on va associer les deux. Bien entendu, il y a autre chose à prendre en compte. Les anti-PDL1, il semblerait qu'un agent, qu'une molécule qui se lie au récepteur de la tumeur en tant que telle et non pas aux lymphocytes, eh bien, ce type de molécule pourrait potentiellement fournir un profil de toxicité différent. Alors, je ne dis pas que ces agents ne sont pas toxiques, mais ça pourrait être intéressant. Sur le même patient, vous êtes d'accord? On peut effectivement comparer. Oui, c'est peut-être mieux en français, chère madame. Ils ont été développés vraiment, les anti-PD-L1, notamment pour la supposition de ce meilleur profil de tolérance. Mais quand on voit point de vue clinique, ce n'est pas le cas. Ils font tout aussi, au point de vue des toxicités, les mêmes des deux, si bien les anti-PD-1 que les anti-PD-L1. En tout cas, dans les essais de phase 1, on n'a pas vu un meilleur profil de tolérance sur les PD-L1 que les PD-1. Je pense que c'est surtout l'âge du patient. En tout cas, on voit que ceux qui font des grosses toxicités, ce sont les patients âgés de plus de 70 ans. Donc c'est peut-être chez eux qu'il faudrait faire plus attention, point de vue du management ou de l'administration du traitement. Non, je ne réagis pas au fait que les anti-PDL1 ne sont pas toxiques. Bien sûr qu'ils le sont, mais l'objectif est différent. La cible est différente. C'est la même voie, mais ce n'est pas le même objectif, pas la même cible. Et donc, pour ces patients bien particuliers, on aurait peut-être des résultats différents. Peut-être que oui, peut-être que non.
Et donc, si le résultat n'est pas différent, cela signifierait que notre raisonnement est mauvais. Par exemple, la toxicité pulmonaire des anti-PD, des anti-PD-L1. Et peut-être, à tort ou à raison, et on a l'impression que les pneumocytes de type 2 expriment le PD2, ce qui entraîne une réaction croisée. Et par conséquent, une démarche qui examinerait les anti-PD-L1 ne devrait pas vraiment avoir d'effet sur les PD2. D'autre part, avec les autres anticorps, les anticorps monoclonaux, comme le trastuzumab, il y a une toxicité pulmonaire. Donc, ce que vous disiez concernant le fait que ces molécules partagent tous un profil différent, cela veut dire que on peut se réunir dans le cadre de la TAO pendant de nombreuses années encore pour parler de toxicité. Y a-t-il des questions concernant ce cas fort intéressant? Un commentaire sur les coûts? Mais la question est injuste. Bon, d'accord, on oublie. Un commentaire. Le coût du pembrolizumab, 1,5 million par an. Aux États-Unis, je pense qu'on peut remercier nos amis américains. En effet, 80%, attention, on fait attention, 80% des bénéfices des 20 plus gros laboratoires pharmaceutiques dans le monde entier. Donc 80% de ces bénéfices est constitué et dû à une augmentation des tarifs des prix aux États-Unis. Merci à l'Amérique. Mais bien entendu, ce qu'on paie, c'est le coût de l'échec. Ça n'a rien à voir avec la revue, mais concernant l'intervention précédente, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire parce qu'il y a l'autre qui a gardé le micro. Donc, un dernier commentaire du professeur Decato. Un dernier commentaire. On est en train de se rendre compte qu'il y a un problème de coût, certes, mais ça fait 10 ans qu'on l'a accepté, qu'on a accepté de prescrire des médicaments qui ne sont pas pertinents de façon clinique. Tous les angiogéniques pour les tumeurs solides. L'amélioration de la survie est de 6 mois, c'est tout. Et ce n'est pas statistiquement significatif. Donc, on était d'accord pour assumer le coût. Donc, on est prêt à assumer le coût. On était prêt à assumer le coût. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est plus viable. Merci infiniment. C'est très intéressant de quelle façon on intègre cette excellente présentation à la présentation précédente. Mais lorsqu'on présente des cas modernes, merci beaucoup à l'intervenante.